À peine 24 heures après la tenue, le 12 décembre, d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies dédiée à la situation explosive en République démocratique du Congo, le verdict est sans appel. Cette énième séance n'a été qu'une mascarade diplomatique, un théâtre d'ombre qui, loin de soulager les souffrances, ne fait qu'épaissir le voile de l'impuissance et rallonger l'agonie de millions de nos citoyens. Comme à notre habitude, nous vous livrons ici une analyse factuelle, dénuée de fioritures, pour décrypter les non-dits de cette comédie internationale. Suivez-nous pas à pas dans ce décryptage impitoyable. Et surtout, relayez-le sans tarder auprès de votre entourage. L'information n'est pas un luxe, c'est une arme. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif que notre peuple se secoue de sa torpeur. Fini le temps des illusions. Refusons de nous laisser duper par les promesses creuses et les mensonges éhontés des puissances occidentales. Ces complices trop évidentes du bain de sang qui inondent quotidiennement notre terre sacrée. La vérité n'attend pas, elle exige l'action. Que Dieu vous garde et que cette lecture soit le premier pas vers une vigilance collective inébranlable. 12 décembre 2025. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence. Sur la table, un constat accablant que Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, formule sans détour. Je cite, « Les développements récents font peser un risque sérieux de fragmentation de la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie orientale. » 9 jours plus tôt, le 4 décembre, Donald Trump orchestrait la signature des accords de Washington entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les Congolais espéraient. Les affiches célébrant Trump et Tshisekedi fleurissaient dans Kinshasa. L'optimisme était palpable. Moins de 24 heures après cette signature solennelle, Uvira tombait. Bombardements, drones suicides, avancées coordonnées. Le sang congolais coulait à nouveau pendant que l'encre séchait sur des promesses diplomatiques. Bienvenue sur Inside News Review. Aujourd'hui, nous décortiquons cette mascarade internationale où les accords de paix servent de paravent à l'agonie d'un peuple. Nous posons la question que personne n'ose formuler clairement. La communauté internationale protège-t-elle la paix ou organise-t-elle le dépeçage méthodique de la République démocratique du Congo? Le 4 décembre 2025 marquait officiellement un tournant. 3 accords distincts, RDC-États-Unis, États-Unis-Rwanda et Rwanda-RDC. L'administration Trump présentait ce triptyque comme la clé d'une paix régionale attendue depuis 3 décennies. Le texte reconnaît explicitement la violation de l'intégrité territoriale congolaise. Il stipule le retrait des forces étrangères. Il évoque même un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu établi le 14 octobre entre Kinshasa et le M23. Pourtant, au moment même de cette signature, 5 000 à 7 000 soldats des forces de défense rwandaises occupaient le territoire congolais. Les États-Unis le savaient. Leur délégué au Conseil de sécurité l'a confirmé le 12 décembre en des termes sans ambiguïté. Je cite, « Le Rwanda contrôle le M23 et l'aile politique de l'AFC depuis 2021. Le président Kagame a participé intimement à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC. Cette contradiction n'est pas un détail technique. Elle révèle la nature même de ces accords. On négocie la paix avec un agresseur tout en lui permettant de poursuivre l'agression. On signe des engagements pendant que les violations se multiplient. La délégation américaine a fourni des précisions supplémentaires. Depuis des mois, le Rwanda déploie missiles solaires et armements sophistiqués au nord et sud Kivu. Les drones suicides utilisés lors de l'offensive d'Uvira ne sont pas apparus par hasard. Ils témoignent d'une préparation militaire menée en parallèle des discussions diplomatiques. Cette stratégie porte un nom. Les Rwandais l'appellent « talk and fight », négocier tout en préparant l'offensive suivante. Cette méthode a fonctionné depuis 1990 contre le régime d'Abiyarimana. Elle s'applique au Congo depuis 2003. Plus d'une dizaine d'accords ont été signés. Aucun n'a été respecté. Washington n'ignorait rien. Un rapport de l'ambassade américaine au Rwanda, datant de novembre 1994, mentionnait déjà le projet de création d'un Tutsi-land à l'est du Congo. En 2012, 11 membres du Congrès américain écrivaient à Kagame pour dénoncer les actions dangereuses du Rwanda contre la stabilité congolaise.
En 2022, le sénateur Bob Menendez exigeait la suspension de l'aide américaine au Rwanda, qui s'élevait à 147 millions de dollars en 2021. Ces demandes n'ont jamais eu de suite concrète. L'aide a continué, les violations aussi. La transition vers notre prochaine analyse s'impose naturellement. Si les accords de Washington reconnaissent la violation territoriale tout en permettant sa continuation, c'est que la communauté internationale opère selon une logique différente de celle affichée publiquement. Les réactions au Conseil de sécurité du 12 décembre révèlent cette logique avec une clarté dérangeante. Certains condamnent mollement, d'autres relativisent. Tous évitent soigneusement le mot qui fâche, agression. Pourtant, la résolution 2777, adoptée à l'unanimité, exigeait déjà un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces rwandaises. 9 mois après son adoption, cette résolution reste lettre morte. Analysons maintenant les mécanismes de cette paralysie organisée. Ce 12 décembre, chaque délégation a pris la parole. Les positions révèlent une architecture diplomatique où les mots remplacent l'action. La France condamne l'offensive du M23. Elle exige l'application de la résolution 2773. Elle appelle au respect de la souveraineté congolaise. Puis elle conclut en appelant à poursuivre les négociations de bonne foi. Aucune mention de sanctions, aucune conséquence concrète. Mais c'est la même France qui arme le Rwanda. Le Royaume-Uni suit la même ligne. Condamnation verbale, appel au cessez-le-feu, soutien à la MONUSCO. Mais quand vient le moment d'évoquer des mesures contraignantes, le silence s'installe. Oui, ce même pays supporte financièrement le Rwanda. Les États-Unis vont plus loin dans leur description. Leurs délégués détaillent précisément l'implication rwandaise. Déploiement de missiles, utilisation de drones, présence de 5 000 à 7 000 soldats. Il affirme que le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Il promet d'utiliser tous les outils à disposition pour tenir les auteurs responsables. Mais cette nation n'a qu'un seul objectif géopolitique et économique, nos ressources et contrer la Chine. Quant à ces outils, ils existent. Embargo sur les armes, sanctions économiques ciblées, gel des avoirs, interdiction de voyager, révocation du statut de contributeur aux opérations de paix des Nations Unies. Mais aucun n'a été activé depuis voilà maintenant 15 ans. La comparaison avec la Russie s'impose brutalement. Après l'invasion de l'Ukraine, des milliers de sanctions ont frappé Moscou en quelques semaines. Gel d'actifs, exclusion du système SWIFT, embargo énergétique, interdiction de voyage. La mobilisation internationale fut immédiate et massive. Le Rwanda viole le territoire congolais depuis 30 ans. Il occupe actuellement 40% de la zone d'opération de la MONUSCO. Ces forces ont tué au moins 132 civils rien qu'en novembre, selon le Bureau conjoint des droits humains des Nations Unies. Médecins sans frontières rapportent 28 000 survivants de violences sexuelles en 6 mois dans les seules structures MSF. Mais le Rwanda n'a subi aucune sanction. Cette asymétrie n'est pas accidentelle. Elle traduit une hiérarchie dans l'application du droit international. Certaines violations déclenchent la foudre diplomatique. D'autres bénéficient d'une tolérance incompréhensible. La Chine et la Russie dénoncent cette hypocrisie au Conseil de sécurité. Le délégué russe formule une question simple. Comment, en 3 décennies de crise, l'absence de mesures coercitives a-t-elle contribué à la persistance de ces violations? La Chine ajoute. La vérité n'est pas négociable et le droit international ne peut être dévoyé pour légitimer l'agression. Mais là encore, la passivité existe. Que font-ils en réalité? Rien. Ces positions, même venant de pays aux pratiques discutables, pointent une réalité dérangeante. Le Conseil de sécurité applique 2 poids, 2 mesures. Les principes universels deviennent sélectifs selon les intérêts géopolitiques en jeu. Le Pakistan, contributeur majeur de troupes à la MONUSCO, exprime sa frustration. Son délégué rappelle que le retrait du Sud Kivu était prématuré. Les pays fournisseurs de contingents avaient averti du risque de vide sécuritaire. Ils n'ont pas été écoutés. Uvira est tombé exactement comme il l'avait prédit. Cette surdité organisée révèle un problème structurel. Les décisions sur les mandats et les ajustements de la MONUSCO ignorent systématiquement ceux qui sont sur le terrain. Les réductions budgétaires successives ont rapatrié plus de 1700 casques bleus depuis 2024. La mission opère à 8000 soldats alors qu'elle est autorisée à 11 500. On lui confie des responsabilités croissantes avec des moyens décroissants. Pendant ce temps,
Le M23 bloque la MONUSCO à Goma, coupe l'électricité, l'eau, le carburant, empêche la relève des contingents, transforme les casques bleus en otages dans leur propre base. Le Rwanda, qui fournit lui-même des troupes aux opérations de paix onusiennes, soutient militairement ceux qui assiègent une mission de l'ONU. Le délégué américain qualifie cette situation d'hypocrisie bien triste. Mais cette hypocrisie perdure parce qu'elle est tolérée. Cette tolérance calculée nous conduit naturellement vers une interrogation fondamentale. Si la communauté internationale possède les outils juridiques, diplomatiques et économiques pour stopper cette agression, pourquoi ne les utilise-t-elle pas? La réponse réside dans ce que les Nations Unies elles-mêmes documentent méticuleusement depuis des décennies. Un pillage systématique des ressources congolaises qui enrichit des réseaux internationaux puissants. Les rapports s'accumulent, prouvant année après année ce que tout le monde sait, mais que personne ne veut sanctionner. Explorons maintenant cette économie criminelle qui finance l'occupation du Congo. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies de juillet 2025 confirme ce que les précédents établissaient déjà. Le Rwanda exporte massivement des minerais qu'il ne produit pas. Le coltan représente l'exemple le plus flagrant. Ce minerai stratégique, essentiel à toute l'industrie électronique mondiale, provient à 80% de la région du Kivu. Le Rwanda ne possède aucun gisement significatif. Pourtant, il figure parmi les principaux exportateurs mondiaux. Ce paradoxe géologique ne trouble personne. Les entreprises internationales achètent du coltan rwandais en toute connaissance de cause. Oui, sachant que c'est le coltan de la RDC, le coltan du SO. Les certificats d'origine sont falsifiés. Les circuits de traçabilité contournés. Le système fonctionne parce qu'il arrange tout le monde. Le groupe d'experts des Nations Unies documente ce trafic depuis 2001. 24 ans de rapports détaillés. 24 ans d'identification précise des réseaux, des entreprises complices, des circuits financiers. Aucune conséquence majeure. Roubaïa illustre parfaitement cette économie prédatrice. Ce gisement de coltan, l'un des plus importants au monde, se trouve en territoire congolais. Il est contrôlé par le M23 depuis l'offensive de janvier 2025. Sa production alimente directement les caisses rwandaises. Jean-Pierre Lacroix le confirme au Conseil de sécurité. Je cite, « Le Rwanda finance l'invasion et l'agression du Congo avec les ressources congolaises. Le Rwanda ne dépense pas d'argent pour faire la guerre au Congo. Il utilise les ressources du Congo pour faire la guerre aux Congolais. » Cette réalité transforme radicalement la compréhension du conflit. Il ne s'agit pas d'une guerre coûteuse que Kigali peine à financer. C'est une entreprise rentable qui s'auto-alimente. Chaque territoire conquis finance l'expansion suivante. Encore là, notre propre richesse nous tue. Les États-Unis reconnaissent ouvertement cette dimension économique. Donald Trump veut traiter directement avec le propriétaire plutôt qu'avec l'intermédiaire. Cette franchise, inhabituelle en diplomatie, révèle ce que chacun sait. Le Congo possède, le Rwanda vole et les puissances occidentales achètent. Le Pentagone considère le coltan comme un produit stratégique pour la sécurité américaine depuis 1942. Cette classification n'a jamais changé. Les ingénieurs américains savent parfaitement d'où provient le minerai et selon quel circuit il arrive sur le marché. Cette connaissance n'empêche rien. Le lobby minier américain, comme le formule un analyste, se moque éperdument des droits de l'homme. Ce qui compte, c'est l'accès aux ressources. Le reste relève de la communication. L'Union européenne maintient la même ambiguïté. Elle finance massivement le Rwanda, premier donateur multilatéral avec plusieurs centaines de millions d'euros annuels. Elle achète des minerais dont l'origine congolaise est documentée. Elle vote des résolutions condamnant les violations, mais elle ne sanctionne jamais. Cette schizophrénie politique possède une logique. Le Rwanda offre une stabilité apparente, une façade de bonne gouvernance, un discours sur le développement. Il sert d'interface présentable pour un pillage qui serait scandaleux s'il apparaissait au grand jour. Les chiffres de l'aide internationale au Rwanda interpellent. Depuis 1994, ce pays de 13 millions d'habitants a reçu plus d'aide par habitant que n'importe quel autre pays africain. Les États-Unis versent environ 145 millions de dollars annuellement. L'Union européenne ajoute des montants similaires. La Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni contribuent généreusement. Cette générosité extraordinaire intervient pendant que le même Rwanda envahit son voisin, tue des centaines de milliers de civils,
organise le viol systématique des femmes et vole les ressources à échelle industrielle. Aucun donateur ne conditionne son aide au respect du droit international. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Gaïkwamba Wagner, formule la question qui dérange. Je cite, « Le Rwanda a commis des atrocités depuis 1996. Ça fait 30 ans que le Rwanda commet des atrocités sur le territoire congolais sans aucune sanction. Comment expliquer cette attitude de la communauté internationale? La réponse tient en un mot, ressources. Le Congo possède ce dont le monde a besoin. Coltan, cobalt, lithium, cuivre, or, diamant. La liste est interminable. La transition énergétique, les technologies vertes, l'industrie électronique, tout dépend des minerais congolais. Le contrôle direct de Kinshasa compliquerait l'accès. Un Congo stable, souverain, capable de négocier ses ressources à leur juste valeur, représente un cauchemar pour les multinationales minières. Le chaos actuel, avec ses intermédiaires complaisants et ses circuits opaques, facilite les affaires. Cette réalité économique explique pourquoi les accords de Washington évitent soigneusement les questions qui fâchent. Qui contrôle Rubaya? Qui profitera des gisements du Kivu? Quels mécanismes garantiront que les ressources congolaises bénéficient aux Congolais? Ces questions restent sans réponse. Le cadre d'intégration économique régionale, signé le 4 décembre, organise le partage futur. Mais entre qui et qui? Entre le propriétaire et le voleur, entre l'agressé et l'agresseur. Les Congolais ont raison de s'inquiéter. Cette économie du pillage ne se limite pas aux minerais. Elle inclut les terres arables du Kivu, parmi les plus fertiles d'Afrique. Elle englobe les forêts, l'eau, la biodiversité. Le Rwanda installe méthodiquement des populations rwandophones sur les territoires conquis. Cette colonisation rampante transforme la démographie régionale. Les Banyamulenge, communauté tutsi congolaise, subissent cette stratégie frontalement. Le délégué rwandais au Conseil de sécurité évoque leur situation avec émotion. Il décrit des persécutions, des villages détruits, du bétail volé. Il omet de mentionner que ces populations servent de prétexte commode à l'occupation rwandaise. Les Congolais connaissent ce mécanisme. Ils l'ont vécu en 1996, en 1998, en 2003, en 2008, en 2012. Chaque fois, le Rwanda invoque la protection des Tutsis congolais pour justifier son intervention. Chaque fois, l'intervention se transforme en occupation. Chaque fois, les ressources disparaissent vers Kigali. Cette répétition mécanique devrait alerter. Elle confirme plutôt que le système fonctionne. Tant que le pillage continue sans sanction, pourquoi changer de méthode? Le médecin témoignant pour Médecins sans frontières au Conseil de sécurité ose une question brutale qui nous projette directement vers la réalité humaine de cette économie criminelle. Il demande « Si le Conseil ne peut pas intervenir alors que de nombreuses vies sont en jeu, la promesse de la protection civile devient-elle une doctrine creuse qui n'intervient pas lorsque c'est nécessaire ?» Cette interrogation résonne d'autant plus fort que derrière les statistiques et les rapports se cachent des drames humains d'une ampleur qui défie l'entendement. Les chiffres de MSF ne sont pas des abstractions. Ils représentent 2800 femmes violées en 6 mois, 155 survivantes chaque jour pendant 180 jours. Explorons maintenant cette dimension humaine que les chancelleries préfèrent ignorer. Le docteur Mohamed Javid Abdelmonem, président international de Médecins sans frontières, s'adresse au Conseil de sécurité le 12 décembre. Son témoignage contraste violemment avec la langue de bois diplomatique. Malgré l'apparence d'un élan politique ces derniers mois et la signature des accords de paix, les équipes de MSF continuent de constater des niveaux effarants de violence, déplacement et de privation dans le Nord Kivu et en Ituri. Nos patients décrivent comment ils ont fui des villages bombardés et des brutalités extrêmes. Du point de vue de MSF, la situation ne s'améliore pas. Entre janvier et juin 2025, près de 28 000 survivantes de violences sexuelles ont reçu des soins dans les seules installations MSF à l'est de la RDC. 155 survivantes par jour pendant 6 mois. 3 attaques sur 4 sont perpétrées par des individus armés. Les viols surviennent dans les champs, sur les routes, au point d'eau, à l'intérieur même des foyers. Ces chiffres ne représentent que les femmes ayant pu atteindre les structures MSF. Le docteur Abdelmonem ajoute un élément glaçant. Les femmes et les filles nous disent que non seulement elles craignent les violences sexuelles, mais qu'elles s'y attendent. Le viol est devenu une normalité. Cette normalisation témoigne de l'effondrement total de la protection communautaire.
5,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Depuis janvier 2025, 2,68 millions ont été à nouveau déplacés. L'offensive d'Ouvira a provoqué 200 000 déplacements supplémentaires en quelques jours. Ces populations fuient avec rien. La MONUSCO assure une protection directe à environ 100 000 déplacés. Pour les autres, aucune sécurité n'existe. L'insécurité alimentaire frappe 24,8 millions de personnes. À Walikale, les décès d'enfants malnutris dans les 24 à 48 heures suivant l'admission ont augmenté entre 89% et 309% par rapport à l'année précédente. Les familles arrivent trop tard, retardées par l'insécurité et l'absence de soins accessibles. Le système de santé s'effondre. Près de 80% des installations dans certaines zones font face à des pénuries de médicaments. 40% du personnel sanitaire a quitté ses fonctions. Le choléra dépasse 38 000 cas. Les décès ont doublé par rapport à l'année précédente. Monsieur rapporte des attaques directes contre les structures médicales. Le 30 novembre, le centre de santé Kazinka a été pillé et détruit par une milice Wazalendo. 3 collègues de MSF ont été tués en 2025. Le personnel médical opère sous menace constante. L'accès humanitaire se rétrécit. La fermeture des aéroports de Goma et Bukavu par le M23 coupe les principales voies d'approvisionnement. Les articles médicaux doivent désormais transiter par 4 frontières internationales. Les délais se multiplient, les coûts quadruplent. Atteindre Walikale en période de pluie nécessite plus d'1 mois. Le docteur Abdelmonem martèle, l'accès humanitaire n'est pas facultatif, c'est une obligation juridique. Les aéroports doivent être rouverts et le passage le long des routes clés doit être garanti. Cette exigence reste lettre morte. Le plan d'intervention humanitaire pour la RDC n'est financé qu'à 22%. Les agences humanitaires doivent choisir qui sauver et qui abandonner. Les donateurs versent des centaines de millions au Rwanda pour son développement, mais refusent de financer l'aide d'urgence au Congo. Le docteur Abdelmonem formule le constat le plus accablant. Au-delà de notre point de vue, il n'y a pas de conséquences suffisantes. Les membres décrivent les violations pour les civils, mais ces violations continuent dans l'impunité. Cette impunité systématique transforme les institutions censées protéger en spectateurs impuissants d'un massacre permanent. Le cas de la MONUSCO symbolise cette impuissance orchestrée. Analysons maintenant comment une force de 8000 casques bleus se retrouve paralysée face à une rébellion soutenue par un État qui fournit lui-même des troupes aux opérations de maintien de la paix. 40% du personnel de la MONUSCO est enfermé dans ses propres bases à Goma depuis janvier 2025. Le M23 contrôle l'accès à l'électricité, à l'eau, au carburant. Il bloque la relève des contingents. Il entrave la liberté de mouvement. Jean-Pierre Lacroix confirme au Conseil de sécurité « La mission a pris toutes les mesures possibles afin d'atténuer l'impact de ces mesures sur sa capacité à protéger les civils. » Toutefois, les réductions inévitables de personnel auront des impacts inévitables sur la capacité de réponse rapide et la portée opérationnelle. La MONUSCO subit une double pression. Le M23 l'assiège sur le terrain. Les restrictions budgétaires la saignent depuis New York. Le budget a été réduit de 45,3 millions de dollars, provoquant le rapatriement de plus de 700 casques bleus. Une réduction supplémentaire de 25% impose le départ de plus de 1000 personnes. La mission est autorisée à déployer 11 500 soldats. Elle en compte 8 000 sur le terrain. On confie à la MONUSCO des responsabilités croissantes avec des ressources décroissantes. Le délégué pakistanais exprime sa frustration. Ce décalage important entre la responsabilité de la mission et la réduction des ressources doit être réglé pour permettre à la MONUSCO de s'acquitter des tâches que lui a confiées le Conseil. Les pays fournisseurs de troupes avaient averti que le retrait du Sud Kivu était prématuré. Ils avaient prédit un vide sécuritaire. Personne ne les a écoutés. Ouvira est tombé exactement comme il l'avait anticipé. Les décisions concernant la MONUSCO se prennent à New York entre diplomates qui ne connaissent le terrain que par les rapports. Le Rwanda fournit des troupes aux opérations de paix onusiennes tout en soutenant militairement le M23 qui assiège une mission de l'ONU. Kigali perçoit des indemnités pour ses casques bleus déployés ailleurs pendant que ses forces violent la souveraineté congolaise. Le délégué américain qualifie cette situation d'hypocrisie bien triste. Mais cette hypocrisie perdure
parce qu'elle est tolérée. Aucun État membre ne propose de suspendre le Rwanda de sa qualité de contributeur aux opérations de paix. La MONUSCO doit protéger les civils, mais ne peut plus se déplacer librement. Elle doit surveiller le cessez-le-feu, mais n'a pas accès aux zones de combat. Elle doit documenter les violations, mais subit des restrictions d'accès systématiques. Les accords de Washington prévoient que la MONUSCO pourrait surveiller le cessez-le-feu. Cette perspective suscite des débats au Conseil de sécurité. Ces débats ignorent la réalité fondamentale: comment la MONUSCO surveillerait-elle un cessez-le-feu alors qu'elle est elle-même assiégée? Le délégué russe formule cette contradiction. Plus de 40% du personnel de la mission est enfermé dans les faits dans les complexes de l'ONU, dans un territoire contrôlé par le M23 dans le Nord Kivu. Cette situation était inacceptable et ne devait pas durer. Cette situation dure depuis près d'un an, sans conséquence pour ceux qui l'imposent. Le M23 transforme une force de maintien de la paix en otage. La communauté internationale proteste, mais ne sanctionne pas. La ministre congolaise des Affaires étrangères martèle: l'obstruction du mandat des Nations Unies par le Rwanda et le M23 ne peut jamais justifier son affaiblissement. Ce Conseil ne peut céder face à ceux qui le défient et qui défient son autorité. Ce message vise directement certains membres du Conseil qui suggèrent d'adapter le mandat de la MONUSCO à sa situation actuelle. Adapter signifierait entériner les restrictions. Reconnaître que le M23 peut dicter ce qu'une mission de l'ONU peut ou ne peut pas faire, les Congolais refusent cette logique. Ils exigent que le Conseil fasse respecter ses propres résolutions. Ces exigences correspondent exactement à ce que la résolution 2773 stipule. Mais cette résolution, adoptée à l'unanimité il y a 9 mois, reste lettre morte. Cette impuissance assumée transforme le Conseil de sécurité en chambre d'enregistrement. On y documente les violations. On y prononce des déclarations. Mais on n'y décide rien qui change concrètement la situation. 3 casques bleus ont été tués après la prise de Goma par le M23. Leurs meurtriers n'ont jamais été inquiétés. Cette impunité envoie un message clair. Attaquer une force de l'ONU n'entraîne aucune conséquence. Le personnel de la MONUSCO protège directement environ 100 000 déplacés dans des camps vulnérables. Il facilite le rapatriement d'anciens combattants des FDLR. Il maintient des patrouilles conjointes avec l'armée congolaise malgré les risques. Cette résilience mérite d'être saluée, mais elle ne peut remplacer une action politique déterminée. À quoi sert une mission de maintien de la paix quand il n'y a pas de paix à maintenir? Quand ceux qui violent le cessez-le-feu sont les mêmes qui assiègent la mission censée le surveiller? Les mécanismes internationaux ne dysfonctionnent pas par accident. Ils sont paralysés par une volonté politique délibérée de ne pas agir. Cette paralysie arrange ceux qui profitent du chaos congolais. Face à cette réalité, une question lancinante émerge. Les Congolais peuvent-ils encore espérer un secours de cette communauté internationale qui les abandonne méthodiquement depuis 30 ans? Leur solitude face à l'agression n'est plus une impression. C'est un fait documenté, répété, systématique. Analysons maintenant pourquoi cette solitude n'est pas un accident, mais une politique. Le 12 décembre 2025, la ministre congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner prononce au Conseil de sécurité un mot d'une clarté désarmante. Je cite: « Le peuple congolais a choisi la paix. Il l'a demandée, il l'a négociée, il l'a signée. Il ne doit pas payer le prix de la mauvaise foi de ceux qui tournent le dos à leurs engagements. » Cette phrase résume 3 décennies d'agonie congolaise. Un peuple qui choisit invariablement la voie diplomatique. Des accords signés, violés, re-signés, reviolés. Une communauté internationale qui applaudit chaque signature, puis détourne le regard à chaque violation. Les Congolais ne sont pas naïfs. Ils connaissent le prix de leur sous-sol. Ils comprennent que leur malheur enrichit des réseaux internationaux puissants. Ils savent que les mêmes capitales qui condamnent verbalement l'agression rwandaise financent généreusement Kigali. Mais ils continuent d'espérer. Cette espérance n'est pas de la crédulité. C'est un choix conscient de ne pas sombrer dans la barbarie. De maintenir l'exigence du droit quand tout pousse à la loi du plus fort. Les accords de Washington représentaient un espoir supplémentaire. L'administration Trump, non compromise dans l'histoire clintonienne des années 90, semblait offrir une chance de rupture. La chute d'Ouvira, moins de 24 heures après la signature, a brisé cet espoir. Cette chronologie brutale pose la question que personne n'ose formuler clairement au Conseil de sécurité. Les accords de paix servent-ils réellement la paix
ou organise-t-il le partage des dépouilles congolaises? Le cadre d'intégration économique régionale, signé le 4 décembre, prévoit une coopération économique entre la RDC et le Rwanda. Mais une coopération entre qui et qui? Entre le propriétaire et le voleur? Entre l'agressé et l'agresseur qui occupe 40% de son territoire? Cette coopération ressemble fort à une légalisation du pillage. Le Rwanda garderait un accès privilégié aux ressources qu'il vole depuis 30 ans. Il obtiendrait une reconnaissance internationale de ses positions économiques dans l'Est congolais. En échange, il promettrait de cesser les hostilités directes. Les Congolais ont raison de se méfier. Ils ont vécu trop de trahisons pour croire aux promesses sans garantie concrète. La ministre Wagner liste les mesures nécessaires. Sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques rwandais. Embargo total sur les minerais rwandais. Révocation du statut de contributeur de troupes du Rwanda aux opérations de paix. Notification systématique des transferts d'armes vers Kigali. Ces mesures correspondent exactement à ce qui a été appliqué à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Elles respectent le droit international. Elles sanctionnent une agression documentée. Elles protègent la souveraineté d'un État membre des Nations Unies. Elles ne seront jamais adoptées. Cette certitude ne repose pas sur vos cynismes, mais sur l'observation de 3 décennies d'inaction. Depuis 1996, le Rwanda viole le territoire congolais. Depuis 1996, les rapports des Nations Unies documentent ces violations. Depuis 1996, aucune sanction n'a été imposée. Pourquoi cela changerait-il aujourd'hui? Parce que Trump a organisé une signature à Washington? Parce que le nombre de morts atteint des seuils insupportables? Parce que les viols se comptent par dizaines de milliers? Non, cela ne changera pas tant que les intérêts économiques qui profitent du chaos congolais ne seront pas menacés. Tant que les multinationales pourront acheter du coltan rwandais sans conséquence. Tant que les capitales occidentales préféreront la stabilité apparente de Kigali au désordre de Kinshasa. Les Congolais sont seuls. Le pape François le leur a dit lors de sa visite. Des analystes comme Charles Onana le répètent. La réalité sur le terrain le confirme quotidiennement. Cette solitude n'est pas une fatalité métaphysique. C'est le résultat d'un choix politique délibéré de la communauté internationale. Un choix qui sacrifie la souveraineté congolaise sur l'autel des intérêts miniers. Face à cet abandon, que peuvent faire les Congolais? Ils peuvent d'abord exiger une application stricte de la résolution 2773. Cette résolution existe. Elle a été adoptée à l'unanimité. Elle ordonne le cessez-le-feu, le retrait des forces étrangères, la protection des civils. Elle n'est pas appliquée, mais elle demeure la référence juridique. Ils peuvent ensuite refuser toute légitimation du fait accompli. Les administrations parallèles du M23 doivent être dénoncées systématiquement. Les exportations de minerais volés doivent être contestées devant toutes les instances. Le narratif rwandais de protection des Tutsis congolais doivent être déconstruits publiquement. Ils peuvent surtout se mobiliser massivement. La société civile congolaise possède une force que les chancelleries sous-estiment. Quand des millions de Congolais descendent dans les rues de Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, pour exiger la protection de leur territoire, le message traverse les frontières. Cette mobilisation ne produira peut-être pas de résultats immédiats, mais elle maintient vivante l'exigence de justice. Elle empêche la normalisation de l'occupation. Elle rappelle que le Congo n'acceptera jamais de disparaître. Les accords de Washington peuvent devenir un outil utile si les Congolais les utilisent stratégiquement. Ils reconnaissent la violation territoriale. Ils engagent les États-Unis comme garants. Ils créent des obligations vérifiables. Mais ces accords ne valent que si les Congolais les défendent. Si Kinshasa documente chaque violation, si la société civile alerte les garants, si les juristes congolais utilisent ces textes comme base de recours internationaux. La bataille sera longue. Elle opposera un petit pays de 13 millions d'habitants soutenu par des puissances occidentales à un géant de 100 millions d'habitants abandonné de tous. Mais cette bataille n'est pas perdue d'avance. L'histoire montre que les peuples déterminés finissent par l'emporter sur les prédateurs, même quand le rapport de force semble écrasant. Les Congolais doivent comprendre qu'aucun sauveur ne viendra. Ni Trump, ni l'Union africaine, ni les Nations unies. Ces institutions peuvent faciliter, accompagner, garantir. Mais elles n'agiront que si les Congolais les y contraignent.
Cette contrainte passe par la mobilisation, la documentation, l'action juridique, la pression diplomatique continue. Elle exige une unité nationale qui dépasse les clivages politiques habituels. Face à l'agression, les Congolais n'ont pas le luxe de la division. Le débat entre Tshisekedi et ses opposants est légitime, mais il devient secondaire quand 40% du territoire national est occupé. Le combat pour la souveraineté congolaise est le combat de tous les Congolais, ceux qui vivent au pays et ceux de la diaspora, ceux qui soutiennent le gouvernement et ceux qui le critiquent, ceux qui possèdent des moyens et ceux qui n'ont que leur voix. Cette unité n'exige pas l'unanimité. Elle requiert simplement la reconnaissance d'une priorité absolue: reprendre le contrôle du territoire national. Tout le reste peut se négocier après. Les prochains mois seront décisifs. Les accords de Washington doivent être finalisés. La MONUSCO verra son mandat renouvelé. Les médiateurs tenteront de maintenir une dynamique diplomatique. Ce processus offre des opportunités, mais il comporte aussi des pièges. Les Congolais doivent naviguer avec lucidité entre espoir et vigilance. La communauté internationale ne sauvera pas le Congo, mais les Congolais peuvent se sauver eux-mêmes s'ils acceptent cette vérité difficile. Ils sont seuls, et cette solitude peut devenir leur force. Merci d'avoir suivi cette édition d'Inside News Review. Les questions que nous avons soulevées ne trouveront pas de réponse simple. Elles en appellent à votre réflexion, votre mobilisation, votre refus de l'indifférence. Nous vous invitons à partager largement cette émission, à en discuter dans vos familles, vos communautés, vos réseaux. La vérité sur le Congo ne s'impose pas d'elle-même. Elle doit être défendue, répétée, documentée. Laissez-nous vos commentaires, partagez vos analyses, apportez des informations complémentaires. Ce combat pour la vérité est collectif. Rendez-vous dans notre prochaine émission où nous continuerons à décrypter l'actualité congolaise avec la rigueur et l'honnêteté que vous méritez. En attendant, restez vigilants, restez mobilisés et surtout, ne laissez personne vous convaincre que votre combat est perdu d'avance.